S'il vous plaît, achetez-moi une friandise, 5 pesos, Dieu vous le rendra. S'il vous plaît, aidez-moi, 5 pesos, Dieu vous le rendra. Depuis plusieurs mois, José tente de survivre dans les rues de Tijuana. Il a parcouru plus de 4000 km pour arriver dans cette ville frontière, aux portes des États-Unis. Menacé de mort par un gang de son quartier au Salvador, il souhaite demander l'asile auprès des autorités américaines. Mais pour y parvenir, il doit déjà poser un pied aux États-Unis. Voici le dernier obstacle de José. Cette barrière infranchissable, symbole de la politique migratoire américaine. En 2019, 1 million de personnes ont été arrêtées le long du mur. Ici, Donald Trump a déployé l'armée pour venir en renfort des gardes frontières. Je suis tout près et en même temps tellement loin. C'est notre rêve américain à tous, pouvoir franchir ce mur et essayer d'avoir une vie meilleure. Désespéré, après 1 an et demi d'errance, José a décidé de tenter le tout pour le tout. Demain, il franchira la frontière illégalement. José vient de parcourir 200 km en bus depuis Tijuana. On lui a dit qu'ici, il y avait une faille dans le mur. Je vais essayer de franchir la frontière, essayer de passer de l'autre côté. Comment vous sentez-vous? Je suis un peu nerveux, mais avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Le mur frontière ne s'érige que sur 1/3 des 3000 km qui séparent le Mexique des États-Unis. Ici, incroyable, un passage béant. Le mur a été construit de manière aléatoire et parfois aberrante. À cet instant précis, José pénètre aux États-Unis. Il sait qu'il a de grandes chances d'être arrêté. Et effectivement, quelques secondes plus tard, José n'a aucune idée de ce qui l'attend désormais. Au milieu du désert, une ville de 32 000 habitants, dont 27 000 détenus. Parmi eux, 6 000 migrants enfermés et traités comme des criminels. Je ne mangeais pas. Je restais enfermé dans ma chambre à pleurer. Et j'implorais Dieu de m'aider. Je suis entré ici, les mains menottées et les pieds enchaînés. Et je suis ressorti avec les mêmes menottes. C'était il y a 5 mois. Mais je suis enfin libre, comme une personne normale. José est libre depuis 2 jours. Il a donc passé 5 mois enfermé derrière ses barbelés pour obtenir un précieux sésame. Ça, ce sont mes papiers salvadoriens. Et voilà mes papiers américains.
Si jamais je suis arrêté par la police, je dois leur montrer cette feuille. C'est la preuve que je suis demandeur d'asile. Ça ne veut pas dire que je suis en règle, mais bon, je ne suis plus clandestin non plus. Pour sortir de prison, être demandeur d'asile ne suffit pas. Les juges exigent aussi une caution. José appelle un de ses amis, toujours derrière les barreaux. Ils ont fixé le prix de ta caution, tu l'as payé? Non, j'essaye d'emprunter de l'argent, mais c'est très difficile. La caution de José a été fixée à 6 000 $. C'est son oncle qui a payé. Le montant des cautions peut monter jusqu'à 20 000 $, un prix exorbitant. L'administration américaine fait tout pour que les migrants renoncent à leur demande d'asile. Je prie pour toi, à bientôt. Il te pousse à bout pour que tu demandes toi-même ton expulsion. Moi, en prison, une gardienne est venue me voir. Elle m'a dit « Signe ton expulsion, signe ce papier ». Je lui ai dit « Non, je ne comprends pas l'anglais. » Non. Elle a insisté, elle s'énervait et puis finalement, elle m'a renvoyé dans ma cellule. José laisse derrière lui l'univers carcéral de l'Arizona. Son aventure américaine commence enfin. La prochaine étape est à Phoenix, à 2 heures de route. Ça fonctionne. Le seul refuge que José a trouvé pour ne pas dormir dehors, c'est cette chambre de 15 mètres carrés qu'il partage avec 3 personnes. Il y a des migrants, des drogués, des alcooliques. C'est un peu difficile. L'autre jour, par exemple, il y avait un gars qui souffrait de... C'est quoi déjà le mot? De démence. Il s'est mis sous mon lit et il n'arrêtait pas de crier. Il avait des hallucinations, il voyait des fantômes. Je n'ai pas pu dormir. Ce centre de réinsertion est géré par une église évangélique. José est hébergé gratuitement pendant 2 semaines. La seule condition, participer à des ateliers religieux matin et soir. Donc c'est simple. Pour distinguer le bien du mal, il faut voir ce que Dieu accepte et ce qu'il n'accepte pas. Ici, personne ne parle anglais. Le prêche est en espagnol. Si tu laisses aller tes mauvais instincts, tu seras toujours un esclave de la rue, mon frère. Tu seras toujours un esclave de la misère. Et je ne veux pas ça pour toi. Padre mío, en este momento, Señor, le damos la honra y le damos la gloria hoy y siempre. Après 2 semaines passées avec les laissés-pour-compte de l'Amérique, José quitte enfin le sud des États-Unis. Que Dieu te bénisse. Bon voyage. Fais bien attention au chemin. Amen. Il va rejoindre son oncle Louis à Washington, celui qui a payé sa caution et son billet d'avion. Après 2 années passées loin de mon pays, vous imaginez mon émotion de retrouver le frère de ma mère. Après tout ce temps, de retrouver enfin quelqu'un de ma famille, du même sang. Je suis aussi un peu nerveux. C'est la première fois que je prends l'avion. Ladies and gentlemen, your assistance in helping us prepare the cabin for landing would be
L'oncle Louis n'habite pas à Washington, mais dans une banlieue pauvre, à 1 heure de voiture. Il est arrivé aux États-Unis clandestinement il y a 14 ans. Il n'a jamais été régularisé et peut être expulsé à tout moment. L'idée, c'était que tu t'installes ici. Je me disais que tu pourrais dormir là, sur ce matelas. Ok, c'est très bien. José dormira dans le salon. Son oncle vit avec 5 autres personnes, toutes clandestines, dans cet appartement de 60 mètres carrés. Bonjour, petite sœur, comment vas-tu? Je vais te passer quelqu'un. Il est sain et sauf, merci mon Dieu. Et voilà maman, surprise, je suis bien arrivé. Merci mon Dieu. Tu n'as plus de soucis à te faire, petite sœur. Il est avec moi maintenant. Ça capte mal, on l'a perdu. Depuis 2 ans, José ne voit sa mère qu'à travers un écran. Il ne la reverra sûrement jamais. Le voyage vers les États-Unis est tellement difficile qu'il est souvent sans retour. Ma plus grande souffrance, ça a été quand ma mère est morte et que je n'ai pas pu aller la voir une dernière fois. Ça fait 14 ans que je galère dans ce pays. Je mène une vie honnête, avec un travail modeste. Une vie de sacrifice et de souffrance que José ne mesure pas encore. Ici, le travail et le loyer, ça te tue. Moi, ce qui me tue, c'est de ne pas avoir de travail. Regarde comme je suis gros. Avec le travail, tu vas maigrir, tu vas voir. Louis a 2 emplois. Il travaille 40 heures par semaine dans un McDonald's pour 1 800 $ par mois. Le reste du temps, il utilise sa voiture personnelle comme taxi. Pour libérer son neveu, il a emprunté 4 000 $ à des organismes de crédit sans scrupules, à un taux d'intérêt de 80%. Pour l'argent, si tout se passe bien, j'aimerais te donner 900 $ par mois. 400 pour les intérêts et 500 $ pour le crédit. Je noterai tout sur un petit carnet. Les intérêts sont très élevés. Et puis, il y a quelque chose qui m'inquiète, tu sais, j'ai mis ma voiture en garantie. Donc, si on prend du retard, les intérêts augmentent et je perds ma voiture. Mais j'espère que non. On va le rembourser, cet argent, pas vrai? José doit travailler le plus vite possible pour commencer à rembourser son oncle. Mais ce n'est pas sa seule préoccupation. Il attend un rendez-vous chez le juge pour défendre sa demande d'asile. José doit préparer son dossier, mais les avocats bénévoles sont rares dans le Maryland. Il a trouvé une permanence juridique gratuite à 2 heures de route. José devra prendre un bus, un métro et encore un bus. Bonjour. C'est la première fois que je viens. J'aimerais recevoir des conseils juridiques.
Ok, alors là on est vraiment complet. Je peux vous mettre sur liste d'attente. Mais j'ai appelé et on m'a dit de venir aujourd'hui. Bon, Nick va vous recevoir. Je m'appelle Nicolas. Vous avez des questions sur le rendez-vous? Oui, est-ce que ça va me coûter quelque chose? Non, tout est absolument gratuit. Sachez que si vous ne vous présentez pas devant le juge, il va ordonner votre expulsion. C'est dangereux de ne pas venir. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, cet avocat a vu la politique migratoire se durcir considérablement. Les familles sont pourchassées. Des gens qui n'avaient jamais reçu d'arrêté d'expulsion sont pourchassés. C'est la nouvelle philosophie de ce gouvernement. Diaboliser, criminaliser les migrants. Et faire en sorte que le pays entier se retourne contre eux, afin de les expulser. José va maintenant recevoir des cours de droit élémentaire. Et comme tous les jours, la salle est remplie. Si la police ou les agents de l'immigration frappent à votre porte et demandent à entrer, il est très important de ne pas leur ouvrir. Par ailleurs, si vous êtes arrêté alors que vous conduisez, il suffit de montrer votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Ils n'ont pas le droit de vous demander d'autres papiers. Quelques jours plus tard, José a reçu sa convocation devant le juge de l'immigration. Il a rendez-vous dans 3 mois. Depuis qu'il est aux États-Unis, il n'a connu que la prison, les centres de réinsertion et la banlieue latino de Washington. Son oncle va l'emmener voir une autre Amérique. José va découvrir l'Amérique blanche et anglophone et les électeurs de Donald Trump. Je vais être sincère, comme je ne comprends pas l'anglais, je trouve tout ça très drôle. Mais bon, j'imagine que ces gens soutiennent Trump et qu'ils ne savent pas que moi, non. Je n'ai aucun ennemi au Congrès. Liberté. Je vais envoyer la photo à la famille. J'envoie à ma sœur, À toute la famille. à tout le monde. Ils vont se marrer quand ils vont voir où se promène l'ancienne petite terreur. Je suis enfin ici après tant d'épreuves. Je me sens enfin en paix, tranquille. L'été est passé, José a enfin trouvé un emploi. Les entreprises américaines ne se gênent pas pour employer des travailleurs sans papier. Une main-d'œuvre pas chère et docile. José travaille 8 heures par jour. Aujourd'hui, il vient de recevoir $670 pour 2 semaines de travail. Et il va vite dépenser son salaire. Bonjour, voilà $130. C'est de l'argent que j'envoie à ma famille.
Les 540 $ restants sont destinés à son oncle Luis. L'oncle et le neveu n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Leur relation se dégrade, elle n'est plus que comptable. Ça va, tonton? Ça va et toi? Je sors tout juste du travail. Voilà, je vais voir si je trouve 1000 $, ou au moins 500 dans les prochains jours. Je sais que je te dois encore le téléphone. C'est 30 $. Et puis, quoi encore? La nourriture. Ça va être 65 en plus. Vous avez pu payer tout ce que vous deviez? Non, pas tout à fait. Parce qu'il faut que je puisse me nourrir. Et que j'achète ma carte de bus. Mais bon, je sors un peu la tête de l'eau et mon oncle aussi. Ce crédit, ça représente une grosse pression pour lui. Comme son oncle, José doit impérativement trouver un deuxième travail. Le grand jour est arrivé. José est convoqué au tribunal de Baltimore pour expliquer au juge de l'immigration les raisons qui l'ont poussé à fuir le Salvador. Et pour obtenir le droit d'asile, José a décidé de se montrer tel qu'il est. Une amie l'aide à se préparer. Quand tu demandes l'asile, tu dois assumer ce que tu es et ce que tu ressens. Le juge voit tout. Donc si tu mens ou si tu inventes des choses, il le saura. Mais je ne mens pas. Si je ne le fais pas ouvertement, c'est parce que mon oncle est chrétien. Une partie de ma famille connaît mon orientation sexuelle, mais pour mon oncle, c'est difficile à accepter. José ne nous avait pas tout dit. Il y a 2 ans, le gang qui contrôle son quartier au Salvador a ordonné son exécution en raison de son identité sexuelle. Il est transgenre. Bonjour maman, comment ça va? Bien, et toi? Un peu nerveux. Je suis en route pour le tribunal. Je crois que ma sœur t'a expliqué comment je compte me présenter devant le juge pour défendre mon dossier. Si je veux gagner, c'est la meilleure façon de les convaincre. Je voudrais juste que tu pries pour moi. Je sais que tu le feras. Là, je suis vraiment très stressé. José craint que sa demande d'asile ne soit pas étudiée. Il craint même de ne pas ressortir libre du tribunal. L'audience commence. José Roberto, you want to be called Mr. or Ms.? Ms. Okay. Any evidence that you present with your case needs to be translated into English. Unfortunately, the hearing can't happen until August of 2023. If you don't show up, the judge will order you deported. Le dossier de José vient s'ajouter aux 700 000 autres en attente. Près d'1 an après avoir quitté Tijuana, José se retrouve de nouveau face à un mur, administratif cette fois. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, moins de 10% des demandes d'asile sont acceptées.